Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous faire confiance. Heureux de vous retrouver également pour une nouvelle émission. Une émission aujourd'hui qui se divisera en deux parties. Du football avec la Coupe d'Afrique des Nations. Notre équipe nationale sortie en quart de finale. Quel enseignement tirer de la participation algérienne? La tache noire de cette 35e édition, l'arbitrage qui a fait polémique durant toute cette édition. Et puis on parlera de handball. On est à 4 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera à Kigali. L'Algérie est présente avec un objectif terminé sur le podium. Pour en parler ce soir avec nous, un arbitre, Abdessak Halalchi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Également un ancien joueur, et quel joueur, Nasser Bouich, je l'ai toujours dit. Nasser Bouich, estampillé, Moudia d'Alger, équipe nationale. Merci d'être avec nous. Du handball avec Ryan Abrous. Merci. Handball Club d'El Biar. Première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et puis vous avez l'habitude maintenant de le retrouver, notre chroniqueur, Ali Hamouche. Bonsoir. Bonsoir, Maman. Eh bien, messieurs, bonsoir. Voilà, le débat est lancé. On va débuter tout d'abord avec cette élimination de notre équipe nationale en quart de finale, battue par le Nigeria. Nasser Bouich. Quel enseignement tirer de la participation algérienne, qui, je le rappelle, était absente lors des 2 dernières éditions, éliminée au premier tour? Je pense vraiment un des premiers objectifs de cette 35e édition était d'aller au moins au second tour. Je crois que les joueurs l'ont bien fait, le staff technique. Après, il y a eu ce 8e de finale contre cette très très belle équipe du Congo. Je crois que nos joueurs ont fait le boulot, ils étaient présents. Comme, à mon avis, c'était le deuxième match référence après celui du Burkina Faso. L'équipe a bien tenu le coup. Ils y ont cru jusqu'au bout. Il y a eu ce but venu d'ailleurs de Boulbina. Après, c'est vrai, ça a été une qualification méritée dans l'ensemble. Par la suite, ce quart de finale, on tombe sur une des meilleures formations de ce tournoi, cette équipe du Nigeria, qui nous a fait beaucoup de mal. Après, si on peut parler... Je rappelle juste, le Nigeria, les Super Eagles, qu'on retrouve pour la 17e fois. En phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est la 10e fois qu'on retrouve en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. 23e confrontation, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria, qui reste une des grosses écuries. Mais je voudrais dire, quel enseignement vous tirez? Par exemple, est-ce que justement cette Coupe d'Afrique n'a pas eu le mérite de permettre à l'entraîneur Petkovic d'injecter du sang nouveau? Et justement, il y a comme ça un transfert, un passage de témoin qui est en train de se faire. Tout à fait, Maman. Il y a eu ce match contre la Guinée équatoriale et cette première mi-temps de rêve, il faut le dire. Bien, on peut dire ce qu'on veut sur cette équipe de la Guinée équatoriale, déjà éliminée sur ce match-là. Mais ce qu'a produit notre équipe en première mi-temps et les jeunes joueurs intégrés pour la première fois. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont commencé une Coupe d'Afrique, qui participent à leur première Coupe d'Afrique. Mais la prestation et la première mi-temps, je crois, ça a été, à mon avis, ça a donné beaucoup d'idées, je pense, à Petkovic. Après, c'est un passage de témoin. Très bien, passage de témoin. Allez, Hamouche. Et par rapport à Nasser Bouich, par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'elle peut être, on va dire, une période transitoire entre, on va dire, le travail de Petkovic depuis quelques mois et la Coupe du Monde qui se profile, ça sera au mois de juin prochain? Cela fait 20 mois que Petkovic est à la tête de la sélection et ça a été un tournoi, cette Coupe d'Afrique des Nations, qui va lui donner d'autres idées, sincèrement. Est-ce qu'elle peut permettre, voilà, pour être plus clair, plus direct, la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'elle doit nous permettre de nous projeter sur l'événement qui aura lieu au mois de juin, la Coupe du Monde de football? Je pense déjà il faut changer les mentalités. Je crois qu'il y a un nouveau groupe qui va sortir, il faut le dire, il faut changer les mentalités. Il y a beaucoup de choses. C'est quoi changer les mentalités? C'est-à-dire mentalité, aller de l'avant et produire un football, ce qu'on a vu en première mi-temps. Pourquoi pas qu'il y ait une constance dans la production du football à ce niveau-là. Il faut le dire, on a vu de très très belles choses, que ce soit Hadj Moussa, que ce soit Maza, Cheibi, tous ces jeunes joueurs là qui arrivent avec une moyenne d'âge, il faut le dire, entre 20 et 22, 23 ans. Je crois qu'il faut lâcher les chevaux. Ça y est, il faut passer à autre chose. Monsieur Halalchi, quelle impression vous avez? Qu'est-ce que vous retenez de la participation de notre équipe nationale? C'est une participation de la découverte.
d'une nouvelle génération, une génération d'avenir comme c'était. Ça, c'est le c'était premier point. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, c'est vrai. Les quatre premiers matchs, on a vu quelque chose de bien concernant la prestation surtout les jeunes joueurs. Mais après, quand même, c'est une l'élimination. Mais c'est une bonne expérience pour le groupe et pour l'échéance du futur, Inch'Allah. Le handballeur, vous suivez? Alors, Ryan Abrous, vous regardez de loin l'équipe nationale de foot ou non, vous suivez? Non, on suivait, on était en stage là, on était en stage avec l'équipe nationale là, en Slovénie. Je pense qu'on a, comme tout le monde l'a dit, on a une bonne équipe de jeunes joueurs avec un petit mélange d'expérience et de jeunesse. Je pense que c'est une équipe qu'il faudra suivre pour les prochaines années pour la prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah. Mais comment vous avez vécu l'événement, vous, en stage? Est-ce que vous vous regroupiez pour voir les matchs? Comment ça se passait? Bien sûr, l'équipe nationale, qui chauffe l'équipe nationale, c'est toujours quelque chose de spécial. On était toujours à fond, même les entraînements. Des fois, le coach, il nous décalait un peu l'entraînement. Le coach Salah Bouchkrif. Oui, qu'on salue à l'occasion. Voilà, je pense que c'était une ambiance magnifique. Même les joueurs, quand on regardait l'équipe nationale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'élimination, comment vous l'avez vécu? Comment vous avez vu le match? C'est une grosse déception. On s'est éliminé contre le Nigeria. On a le match d'ouverture Contre le Nigeria. Contre le Nigeria, justement. On essaiera de prendre la revanche. On en parlera tout à l'heure. Non, si on fait un micro-bilan, c'est vrai qu'on appréhendait déjà ce tournoi. Après, ce qu'on a vu sur le premier match, sur le deuxième match, sur le troisième match, sur le quatrième match, je crois que ce groupe a donné de nouvelles émotions, je crois. Ça nous donne de l'émotion. D'émotion. Après, c'est vrai, si on peut parler du match du Nigeria, on peut en parler des heures, comme la fatigue, l'arbitrage. On va en parler de l'arbitrage dans un instant. Oui, mais je dirais le plus important, le point positif à mon avis, c'est que ce groupe a donné beaucoup d'émotions aux supporters et au peuple algérien, il faut le dire sincèrement. Très bien, vous avez très bien vous me facilitez la transition, l'arbitrage. Ça a été la tache noire de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Retour en images, c'est un sujet proposé par Raouf Hamouche. La mémoire du football africain retiendra cette 35e édition de la CAN comme une page sombre, marquée du sceau du scandale. Une page écrite par des décisions arbitrales et arbitraires et signée par des organisateurs qui ont terni l'honneur de la compétition. Longtemps dissimulées, ces pratiques ont aujourd'hui éclaté au grand jour, mettant à nu les dérives qui fragilisent la crédibilité du football africain. Et pour preuve, la retentissante polémique arbitrale ayant désigné le Sénégalais Issassi pour diriger la rencontre entre notre sélection nationale et le Nigeria n'a surpris personne parmi les observateurs avertis de la CAN, tant les décisions contestables se sont multipliées au fil du tournoi. Si la CAF voulait sortir l'Algérie de cette CAN, elle y est parvenue en confiant le match à un arbitrage très faible. Dès le début, les décisions ont pénalisé l'Algérie et tout au long de la rencontre, l'arbitre a clairement empêché l'équipe de jouer. Ce n'est pas la première fois qu'un pénalty évident en faveur de l'Algérie vu par le monde entier échappe à l'arbitre. Une décision lourde de sens dans un scénario où tout semblait programmé pour écarter un concurrent sérieux au titre. Et ce ne sera sans doute pas la dernière. La succession de cartons injustifiés brandis contre les joueurs algériens confirme que ce qui s'est produit lors du match Algérie-Nigeria n'était ni un incident isolé, ni une simple erreur humaine, mais la volonté d'un système arbitral soigneusement orchestré dès le départ. Après qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. Les Marocains sont les plus grands tricheurs d'Afrique. Et qui dit tricheur va de pair avec mensonge, fourberie, tout ce qui est hard. Les dérives arbitrales ont atteint leur paroxysme dans les dernières minutes de la rencontre face à la Tanzanie. Une sélection, elle aussi, privée d'un pénalty, pourtant jugé incontestable à l'échelle mondiale, après une faute évidente sur l'attaquant tanzanien. Et ça ne s'arrête pas là.
puisque le Cameroun, à son tour, rejoint la liste des victimes en quart de finale, contraint d'avaler l'amertume de 2 pénaltys flagrants non accordés. À ce rythme, ces dérives et scandales semblent loin de prendre fin. Ni le Nigeria, pourtant favori, ni son futur adversaire en finale ne devraient échapper à un arbitrage déjà acquis à la cause d'un champion désigné à l'avance. Eh bien voilà, on a vu toutes les fautes. On a revu cette main contre le Nigeria. Monsieur Halalchi, alors, vous êtes arbitre, vous avez regardé les matchs. C'est ce qu'on retiendra de cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est l'arbitrage. On avait l'impression qu'il y avait des arbitres qui étaient en service commandé. Ah, ça exactement. Parce qu'il y a toute une composante d'arbitres. Il y a 71 arbitres, 27 arbitres principaux, 31 assistants et 14 des arbitres de la VAR. Alors, quand même, la composante, au nombre, elle est importante. Mais sur le terrain, bon, il y a presque toujours les mêmes, comme vous avez dit, M. Mahammar, quelques arbitres, on sent qu'ils sont un peu dès qu'ils sont... Alors, je vais revenir à la Voilà. On a vu la faute contre la Tanzanie, on a vu contre le Cameroun, ça c'est pour le pays organisateur, l'Algérie, on a vu dès l'entame du match, par exemple contre le Nigeria, les cartons jaunes, et puis il y avait cette main. Pour vous, il y a pénalty? Je vous pose la question. Avant la Tanzanie, il y a aussi le Mali. Le Mali, Le Mali. pardon, Le Mali, merci de le rappeler. Voilà, dernière minute, il y avait pénalité. Mais le problème, c'est pas le problème, il y a seulement l'arbitre de terrain. Non, je parle à la Mais- vidéo assistance aussi. Bien sûr, oui, l'objectif de la VAR, c'est un soutien et c'est un C'est de support. réduire Exactement. les erreurs Exactement. d'arbitrage C'est sur un match. C'est un support pour l'arbitrage et pour l'arbitre. Ça, on doit revoir la technologie. Est-ce que la technologie ne marche pas seulement en Afrique? Est-ce que le fonctionnement de la VAR n'est pas le même qu'en Alors, question. ailleurs? Moi, je voudrais question précise. Pour vous, le match Algérie-Nigeria, sur le centre de Fels, pour vous, il y a pénalty? Bien sûr, il y a pénalité. Il y a pénalité parce que peut-être des gens disent que La cuisse, le ballon a touché la cuisse. Le ballon a rebondi sur Ouais. la cuisse. Oui, le ballon a rebondi sur la cuisse du joueur, mais la trajectoire du ballon n'a pas, ce rebond n'a pas changé la trajectoire du ballon. C'est ça qui fait la différence s'il y a pénalité ou il n'y a pas pénalité. Le centre qui a été bloqué par la main le joueur, le défenseur qui a écarté, Oui, écarté son bras. Oui. C'est le bras qui a fait stopper le ballon d'aller vers le milieu de la surface. C'est-à-dire, le ballon, en touchant la cuisse, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de changement de trajectoire. Exactement, parce que le centre. On va l'avoir à l'image, hein. On dit qu'on va l'avoir à de la l'image. surface de réparation. Très bien, parce que l'image, regarde, Voilà. on va la revoir, l'action au ralenti, voilà, regardez. Là, le rebond. Oui. Est-ce que ce rebond a changé la trajectoire du ballon? Non, pas du tout. Voilà. Là, c'est Dans la continuité, exactement. la Ça, trajectoire. si c'était le contraire, si c'était Il a ballon. effleuré la cuisse. Voilà, non, même il a bien le ballon a bien rebondi sur la cuisse. Mais si ce rebond est allé à la main droite du joueur, là on dit que Il n'y aurait pas eu La de trajectoire. le rebond qui a changé la trajectoire du ballon. Et là, il n'y a pas pénalty. Dans ce cas de figure. Exact. Mais sur le cas de Mais figure sur de le cas, l'Algérie, c'est un pénalty indiscutable. Regardez l'arbitre. On voit que l'arbitre il est dans un angle bien dégagé pour voir il a vu, mais bien sûr qu'il l'a vu. Il a tout vu, Mais l'arbitre. toujours, Il y a également l'arbitre assistant. Exactement. Il était sur la ligne. Mais toujours, on essaye de trouver des arguments justificatifs pour justifier l'erreur de l'arbitre. Mais la présence de la VAR élimine ce contexte. Très bien. Issassi, pour vous, était en service commandé. Acho était en service commandé. Bon, c'est les mêmes. Mais parce c'est que- des parce noms qui qu'ils ont- reviennent à chaque exactement, fois. mais ils ont fait déjà les mêmes erreurs. Et ça, c'est. Tout a été plié en un quart d'heure sur le match contre le Nigeria. 2 minutes de jeu, 4 minutes de jeu, 12 minutes de jeu. Il n'y a pas faute pour le. Au moins, il aurait dû siffler au moins 2 fautes. Après 14 minutes de jeu, le carton jaune mérité. Mérité, pour de Zalopé. Zalopé. Mais juste après, il y avait un carton jaune mérité, stopper une attaque prometteuse sur Mahrez.
L'arbitre a sifflé la faute, mais n'a pas branché concernant la sanction disciplinaire. Et après, c'était l'action de pénalty. Avant, Également, M. Hlaji, c'est l'attitude de l'arbitre à la fin du match. C'est le mépris par rapport aux joueurs algériens. On l'a vu clairement sur certaines images. Il allait saluer le plus normalement du monde les joueurs nigérians en leur serrant la main. Et par rapport aux joueurs algériens, je crois que c'était Maza qui est allé le voir. Berkane qui est allé le voir. Il a retiré sa main. Donc c'est une attitude déjà, on va dire... Un manque de respect. C'est un manque de respect par rapport aux joueurs algériens. Exactement. Au principe, c'est quoi le rôle de l'arbitre dans un terrain de football? C'est un juge. C'est un juge. C'est un juge. C'est un juge. C'est de protéger les joueurs, le jeu, l'esprit du jeu et imposer le respect aussi. Le respect mutuel entre les deux équipes, équipe A, équipe B, c'est des adversaires, et les officiels. Alors quand on voit ce comportement, c'est pas normal. D'ailleurs, tout a été vu sur les caméras. Et où sont les responsables de l'arbitrage? Ah non, mais dans le même temps, il y a le silence de la CAF. Pourquoi le silence de la CAF? Rien n'a été dit concernant l'arbitrage. Mieux, Samuel Eto'o, fils, le président de la Fédération camerounaise de football, a protesté à la fin du match contre le pays organisateur. Mais il s'est pris 4 matchs de suspension avec une amende de $20 000. Bon, il va faire appel, mais voilà la première sanction qui tombe. Nassal Bouich, vous avez été joueur. Une telle attitude d'un arbitre qui commence à sortir des cartons jaunes, est-ce que le joueur peut sortir du match ou pas? Je vous pose la question. Quand on revoit les images aujourd'hui, pour revenir un peu en arrière, c'est vrai que c'est une mission commandée de SSI. C'est vrai qu'il faut le dire, c'est un plan établi, à mon avis, sur ce match-là. Je parle du match parce que sur le premier... Sans rien remettre en cause. Parce qu'on la supériorité du Nigérian, rien à dire. Non, il faut rester fair play. L'équipe du Nigeria. Mais dans le même temps, on est obligé de revenir sur le comportement arbitral. Qualification méritée, ils nous ont été supérieurs la sur question, ce match. est-ce qu'un joueur peut sortir du match quand les cartons sont là, quand on voit que l'arbitre fait preuve, disons, penche d'un côté? Même l'arbitrage africain, c'est un secret de polichinelle. Ils connaissent un peu les habitudes, la mentalité algérienne, comment y parvenir à faire sortir ces joueurs. Ils le savent. Comme l'a dit Abdelrazak, le premier quart d'heure, tout était plié. Des cartons, les joueurs étaient sortis un peu du match, il faut le dire. C'est vrai qu'on n'y était pas. Mais plus, il y avait faute de main flagrante. Quand je revois les images, il y a pénalty sur cette action-là. C'est pas possible. Un pénalty, ça peut changer le cours du match aussi. Il faut marquer. Il faut le marquer. Oui, mais je dis les erreurs d'arbitrage sur ce match. Après les cartons distribués, nos joueurs sont sortis du match. Physiquement, ils n'y étaient pas. Après, c'est vrai, c'est un non-match. Voilà, on va revoir l'image à la fin, je pense, où l'arbitre siffle la fin du match. Voilà, c'est là où il siffle la fin. Vous savez pourquoi ce comportement? Oui. Tout simplement, l'arbitre sait ce qu'il a fait durant ce match, tout simplement. C'est comme ça. Il faut être joueur de football, Abdelzak est là, pour comprendre. À mon avis, il ne fallait même pas partir à le saluer. Parce que lui, sa mission a été accomplie. Donc, si tu vas le voir, lui, c'est pas possible. Il y a la mission sur le terrain, mais vous le disiez tout à l'heure, M. Hlalchi, c'est la VAR. La VAR avec un arbitre qui a une longue histoire avec l'Algérie. Acho a arbitré hier Sénégal. Non, mais par rapport à l'Algérie. Mais par rapport à l'Algérie. Faire des erreurs comme ça, la VAR, c'est pour rendre justice. Mais il y a des antécédents par rapport à Acho avec l'Algérie. Non, Acho avec l'Algérie, juste lorsque Acho est arbitre VAR. VAR, justement. Parce que sur le terrain, on n'a jamais perdu avec Acho. Alors, sur le terrain, il est bon. Mais à la VAR, c'est un autre arbitre. C'est un deuxième. Il y a des antécédents. Antécédents lors de l'édition précédente. Oui. L'action de Bounjah, le pénalty n'a pas été sifflé, n'a pas été signalé par la VAR. Acho était à la VAR. Cette édition, c'est le 3e match. À 6 minutes de jeu, il y avait le tirage de le maillot contre la Guinée. Également, il n'a pas branché Acho. Il n'a pas signalé ça à l'arbitre pour la révision de cette situation. Question, avant de tourner vers le handballeur. Question, ça c'est des arbitres qui vont aller en Coupe du Monde? Ils fait partie des 9. Alors, la liste contient 15. Aujourd'hui, 9. Les 9 arbitres sont à la CAN. Ces 2 arbitres sont toujours fait partie Issassi de la liste. et Acho vont aller en Coupe du Monde. Oui.
Potentiellement, Mohamed, Oui, potentiellement. Oui, Parce qu'il prochainement, il y a un séminaire des arbitres, les Au présidents. moins pour service rendu. Oui, mais on sent qu'il y a de la protection des responsables de l'arbitrage envers ces arbitres. Ça, c'est clair. Je vais revenir avec vous sur une question. Maintenant, je vais me tourner vers le handballeur Alain Abrousse. Alors, Alain, vous, le handball, il y a 2 arbitres. Oui, c'est ça. Ça se passe un peu mieux ou vous rencontrez ce type de problème? Et vous, c'est comme le foot. Il y a encore plus de contact que le foot. Moi, je pense qu'on en rencontre moins, surtout sur ce match du Nigeria. Je pense pas que j'ai rencontré un match où il y avait des erreurs d'arbitre aussi graves. Je pense que les joueurs algériens sont vite sortis du match et ils se sont dit dans un coin de leur tête que quoi qu'on fasse aujourd'hui, on gagnera pas de toute façon. Surtout sur ce penalty, il aurait été marqué, je pense que le match aurait changé. Vous, par exemple, en tant que joueur, est-ce que vous avez été déjà victime d'erreurs d'arbitrage comme ça aussi grosses? Non, j'ai pas le souvenir. Pas de souvenir. Non. Très bien. Comment vous avez vécu le match, vous et le groupe? Moi, personnellement, j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, C'est mal engagé. C'est mal engagé, c'est très mal engagé. J'ai regardé un peu le début de la deuxième mi-temps, ensuite je me suis dit non. Après le but, vous êtes levé, vous avez quitté? C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est dur. En 10 minutes, il y a eu 2 buts après. 2 buts, oui. Après, Il y a- après c'est devenu compliqué. Monsieur Hlachi, je voudrais revenir, insister sur Monsieur Hatchou. On rappellera que lors de la CAN 2023, Oui. il y avait Sénégal-Côte d'Ivoire. Il avait été contesté par les Sénégalais qui ont été éliminés. Et d'ailleurs, depuis les 8e de finale, il avait été, entre guillemets, sanctionné puisqu'il n'a plus arbitré lors de la CAN 2023. C'était une sanction. Bon, une sanction, peut-être. On ne sait pas, est-ce qu'une sanction ou Parce qu'il bien. avait été contesté par les Sénégalais Non, sur ce match. même cette fois-ci. Mais cette fois-ci, il a été contesté. Il a été contesté. Lui, même Issa Sissi, on voit Achoua à demi-finale et Issa Sissi à la 8e de finale. Monsieur Hlalchi, de mémoire, sur une Coupe d'Afrique des Nations, je ne me souviens pas que la désignation des arbitres ait autant posé de problèmes. Rappelez-vous, il aura fallu attendre la veille pour avoir les arbitres désignés. Ça aussi, c'est une première sur un tournoi. C'est du jamais vu. C'est surtout la polémique concernant la désignation. Pourtant, la première partie du championnat, du tournoi, tout était bon. Les désignations sont Ont été faites. normalement été faites, même à la 8e de finale, les matchs de 8e de finale. Mais après, l'enjeu on peut dire que l'enjeu. Il y a eu des influences extérieures, quoi, voilà. Après, il y a Samuel Eto'o Abdelzor qui a réfuté l'arbitre Exactement. de maghrébin, Et on a Ministre la même région. Il y a signalé, M. Hamel, on avait un grand arbitrage concernant Mohamed Marouf du match de 8e de et finale. l'arbitrage de Mustafa Rabban. Oui, parce que, Égypte-Côte d'Ivoire. parce c'est que le au responsable niveau de l'arbitrage au niveau de la CAF, c'est le Congolais. On a joué contre le Congo. RDC. Et on n'a pas senti l'arbitrage impartial de M. Marouf. Au contraire, il a fait un très grand match. L'équipe. D'ailleurs, on va égyptienne. avoir un regard extérieur de l'arbitrage dans quelques instants. On aura avec nous un entraîneur que vous connaissez bien, qui a travaillé en Algérie, qui a été sacré champion d'Algérie, en l'occurrence Patrice Baumel, l'ex-entraîneur du Moundial d'Alger, qui est entraîneur de l'Angola, qui était au tournoi. On va avoir son regard extérieur dans quelques instants. Donc, grande première sur les désignations. On voudrait revenir. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, bon, par exemple, hier on a vu un match, le match entre l'Égypte et le Sénégal, où l'arbitre, très rapidement, il donne des cartons jaunes à des joueurs Égyptien. égyptiens et sénégalais. Les deux Sénégalais. Koulibaly Voilà. et Diarra. Les deux, ils joueront pas la finale. ne joueront pas la finale. Est-ce que pour vous, ils étaient ciblés ou bien on dit coïncidence? Je vous pose la question. Maman, Ouais, pourquoi je... Ndidi du Nigeria qui prend un carton, Ouais. pas évident. Pas évident. Moi, je vous pose la question pourquoi. C'est votre regard d'arbitre. Quand vous regardez, on n'a pas le même regard. Vous connaissez très bien les attitudes. Non, d'ailleurs, M. Mahammar, les orientations des responsables de la FIFA ou bien insistent sur les sanctions disciplinaires. Il faut que les arbitres diminuent le maximum de sanctions disciplinaires, malgré qu'il y a des considérations concernant ce volet de sanctions disciplinaires. Alors l'arbitre, je crois 20 minutes, 25 minutes, déjà il a commencé à distribuer des cartons. C'est vrai, parce que les joueurs, même les arbitres, savent bien les joueurs qui sont
Concernés sont concernés par sont sous la menace d'un- sur la menace d'un deuxième carton qui les prive Ouais, il les a privés Mais d'une finale. moi, je ne pense pas que c'est une coïncidence. Pour vous, c'est pas une Alors, coïncidence. le sélectionneur égyptien en conférence de presse, Oussam Hassan. Oussam Hassan, a critiqué l'arbitrage, il a critiqué l'organisation déjà de la Coupe d'Afrique des Nations en disant que c'était une CAN où il n'y avait pas d'équité entre les 4 sélections qui étaient en demi-finale, qu'on a tout fait pour favoriser une sélection par rapport à 3 autres sélections en demi-finale. Donc, il n'a jamais vu, après 6 minutes de jeu, son joueur qui était sous la main Avait écopé d'un carton jaune. Il aurait pu être averti verbalement et après, Très bien. en cas de récidive, avoir un deuxième On carton. va voir si cet avis est partagé par Patrice Baumel, qui est avec nous en direct. Patrice, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Mamar, comment ça va? Très bien, merci. Heureux de vous retrouver. Patrice Baumel, on vous avait eu au tout début de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on a la dernière ligne droite. Est-ce que vous partagez cet avis, par exemple, de l'entraîneur égyptien qui dit qu'il n'y a pas eu d'équité sur cette Coupe d'Afrique des Nations? Je l'ai vécu, on a joué l'Égypte dans nos poules, dans nos phases de poules. J'ai eu cette sensation aussi de ne pas avoir été arbitré à la juste valeur avec l'Angola. Je pense qu'on a 2 pénaltys contre les Pharaons qui ne sont pas sifflés. Donc j'ai eu ce sentiment que c'était un petit peu David contre Goliath et que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur sur toute la Coupe d'Afrique, des matchs de poule jusqu'à la finale. Et c'est vrai que c'est toujours la même rengaine, j'ai envie de dire. On n'utilise pas la VAR à sa juste valeur. Il y a toujours des prises de décision qui sont discutables. C'est un petit peu dommage et je crois que tout le monde l'a vu sur cette Coupe d'Afrique. L'arbitrage est venu un petit peu ternir la fête parce que les stades sont beaux, les pelouses. Voilà, c'était une Coupe d'Afrique qui était bien organisée, mais l'arbitrage est venu un petit peu ternir cette belle compétition. Concernant l'arbitrage, c'est revenu sur tous les commentaires. Disons-le, que le pays organisateur a été favorisé en matière d'arbitrage. Oui, le pays organisateur, j'ai vu pour chaque match des décisions complètement folles. Le match Algérie contre Nigeria, où il y a une main qui est pour moi flagrante, alors on peut dire qu'elle a été déviée. Bien sûr la Tanzanie qui a été pour moi lésée. Voilà, des décisions un petit peu dingues. Le Cameroun qui pour moi aussi a 2 pénaltys flagrants. Donc des décisions où aujourd'hui, en fait, s'il n'y avait pas la VAR, on pourrait se dire que l'arbitrage, un arbitre c'est un humain, il peut se tromper. Mais aujourd'hui, avec 4 ou 5 personnes qui sont dans les bureaux de la VAR, plus l'arbitre qui est là présent, qui sont tous en communication, c'est impossible de ne pas voir ces erreurs d'arbitrage. C'est pas possible. Alors dans ce cas-là, soit on arrête, on met plus la VAR et s'arrête sur l'appréciation de l'arbitre, mais là on n'a plus le droit de se tromper parce que les décisions sont très graves. Je vous le dis, moi personnellement en tant que sélectionneur de l'Angola, contre l'Égypte, vous pourrez regarder, il y a 2 pénaltys flagrants qui n'ont pas été sifflés. Et puis après, c'est tout au long de la compétition. Et aujourd'hui, on se pose plein de questions. C'est pas normal. C'est pas normal, toutes ces prises de décision qui viennent ternir ce beau sport. Alors qu'aujourd'hui, avec la VAR, on devrait ne pas pouvoir se tromper. C'est pas possible. On a vu Samuel Eto'o monter au créneau pour dénoncer l'arbitrage. Les Nigérians sont montés au créneau pour dénoncer l'arbitrage. Je ne parle pas des Tanzaniens. C'est-à-dire, c'est quasiment tout le monde est mécontent. Et ajouter à cela la polémique sur la désignation qui s'est faite la veille. Tout à fait. Donc, tout à fait. Et oui. C'est ce que j'ai me tué à expliquer. On se demande déjà avant chaque match, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et puis on en arrive même à sourire parfois lorsqu'on regarde un match. Et c'est dommage parce que on adore la Coupe d'Afrique, c'est le continent du football. Mais aujourd'hui, tout le monde rigole lorsqu'on parle de l'arbitrage en Afrique. Tout le monde rigole et c'est vraiment dommage. C'est vrai que je pense que Nassar Bouich est avec nous. c'est vrai, cette compétition n'avait pas besoin qu'il y ait un arbitrage scandaleux sur tous les matchs. Je crois que même les nations de seconde catégorie ont été vraiment très très lésées sur ça. Allez, Hamouche. Monsieur Baumel, vous êtes parmi les techniciens, les entraîneurs qui ont fait une proposition, c'est-à-dire
faire comme ça se passe dans les autres sports, donc le staff technique, qui maintenant, ils ont les écrans, on va dire, sur le banc, ils regardent le match en direct, qui peuvent intervenir et demander que la VAR soit consultée au moins une fois par mi-temps. Donc pour vous, est-ce que ça, c'est la meilleure solution pour endiguer ces erreurs? C'est une des pour améliorer et ne pas se sentir. Oui, une petite coupure. Alors, on l'a perdu, j'espère qu'on va le retrouver. Monsieur Hilachi, est-ce que pour vous, ça peut constituer une Je solution? crois en championnat du monde U20, il y a eu un carton, c'est ça? Un Oui, carton où l'entraîneur il peut revenir sur une Il est avec nous, Patrice Baumel. Patrice Baumel, est-ce que vous êtes pour justement, est-ce qu'aujourd'hui l'International Board et la FIFA aillent sur cette piste-là, à savoir que les entraîneurs, parce que vous avez un écran de contrôle, demandent, quand il y a une action qui prête à confusion, à ce qu'ils demandent un arrêt et qu'on aille à la VAR. Est-ce que vous êtes pour cette proposition? Oui, j'avais proposé ça en 2018 déjà, lorsque j'avais pu participer à la Coupe du Monde en Russie, parce que j'avais eu cette sensation d'être lésé déjà à l'époque. Et ça me semble complètement normal, quitte à avoir la VAR, puisque nous, techniciens, nous avons cet écran sur le banc, c'est de pouvoir demander au quatrième arbitre un appel VAR en disant, voilà, nous, on sollicite la VAR. Donc le jeu peut se poursuivre sur l'action qui suit. Les gens qui sont dans la VAR, les arbitres VAR, peuvent vérifier l'action dont on est en train de parler et puis faire appel à l'arbitre pour qu'il puisse venir voir. Ça me semble complètement logique. Si la décision est justifiée, on garde notre appel. Si elle n'est pas justifiée, on le perd et on ne peut plus faire appel durant la mi-temps, par exemple. C'est une proposition qui me semble vraiment juste pour pouvoir faire avancer le football et arrêter toutes ces prises de décision où on se sent victime chaque fois. Et c'est plus possible. C'est plus possible parce que j'en arrive même parfois à voir l'arbitre qui prend les décisions sur le terrain qui est même lui gêné. Qui est gêné de prendre ses décisions comme s'il était commandité. Et ça devient insupportable, c'est pas possible. Merci Patrice Baumel d'avoir été avec nous en direct une nouvelle fois. On voit Avec plaisir. autour de l'arbitrage. Hein. Mais il y a eu les Qu'est-ce que vous pensez de spécialistes, cette il y a eu question les spécialistes partout dans le monde, en Europe, qui ont dénoncé tout ça. Il faut offrir la C'est ça, après, il n'y a pas Qu'est-ce plus. que vous dites sur la proposition de Baumel? Oui, bon, c'est une bonne chose, mais est-ce que l'application de cette... On n'en est pas encore là. Mais je pense maman en Coupe du Monde U20 au Chili. Je crois qu'il y a eu ça. Là, ils ont fait des essais. Ils ont fait des essais par rapport à ça. Et ça se passe dans tous les autres sports. Le staff peut demander quand... Mais ça n'a pas été reconduit, je pense, dans les compétitions après. Pas pour le moment. Mais vous avez une chose, c'est que les lois du jeu de football sont les plus simples par rapport aux autres disciplines, mais les plus contestées. Ça, c'est important, parce que le football, il est fait pour... Oui, mais parce que les joueurs, je m'adresse aux joueurs que vous êtes, ont senti de l'injustice. Ont senti sur certaines prises de décision, on dit, oh, oui, bon, c'est pas normal, c'est pour ça qu'on a eu de la contestation sur les bancs. Moi, Petkovic, je l'ai jamais vu énervé. C'est la première fois, je le vois, en train de s'adresser au quatrième arbitre et à l'arbitre. D'où on parle de mental. C'est ça, c'est une préparation mentale, c'est ça. On sait que l'arbitrage va être, on le sait. Avant le match, on va essayer de diminuer un peu cette négativité, si on veut dire. C'est sur le rendement, sur l'état d'esprit. Après, c'est un peu délicat. Regardez-le, on l'a à l'image. Regardez-le avec l'entraîneur. Il s'assit, il est en train de regarder, il s'assit dans les yeux, il n'est pas content. Regardez son regard. C'est un regard franc, en lui disant, mais arrête, il s'assit. Ouais. C'est inhumain. Hein. C'est 9 minutes, la 10e minute. 10e minute de jeu. Juste 10 minutes de jeu. Donc 10 minutes de jeu déjà, il sent qu'il y a de l'injustice. Il comprend tout de suite que ça va mal. Et il lui dit, rappelez-vous, il y a 5 fautes que vous sifflez pas. C'est ça. Donc, déjà l'échange, il faut le dire, l'échange fait sortir le sélectionneur c'est-à-dire, il n'est plus focus sur la prestation de ses joueurs, comment remplacer ses joueurs. C'est vrai qu'à un moment donné, on voit Petkovic, 20 minutes de jeu, 25 minutes de jeu, c'est-à-dire il se lève, il va à... Vous avez vu l'adjoint? Ouais, après... Mais l'adjoint, il était dans tous ses états. Il disait à son bloc équipe de monter d'un cran. Parce qu'on a subi, hein, on était asphyxiés. Mais lui, réellement, il n'était pas dans la gestion du match. Lui aussi, il était sorti de la gestion du match. Il y a également en Angleterre, M. Hilachi, les arbitres qui prennent
on va dire, quelques secondes pour expliquer les décisions importantes. Ça peut apaiser les tensions. Ça a été fait en coupe arabe. Coupe Ça a arabe été fait en coupe également. arabe. On explique au moins pour soit les supporters, soit pour les joueurs, ce qui s'est passé sur une action précise. Il y a le micro et tout Non, le mais monde entend. ils sont dans un autre truc. On parle de la première ligue anglaise. Absolument. C'est eux qui ont pu innover tout ça. C'est-à-dire, il explique la chose. Mais même en coupe arabe, ils l'ont fait. Non, oui. Non, S'il y a moi- faute, non. S'il y a faute ou il n'y a pas faute. S'il y a faute, il explique comment ça s'est passé. Et s'il n'y a pas faute, il annule. Mais ça a l'utilité d'apaiser les tensions. Heureusement. Monsieur Halalchi, Pour l'information, sur les modifications de l'exercice 25-26, existe ce type de comportement. Concernant la loi numéro 3, paragraphe 10, concernant le capitaine d'équipe, aujourd'hui, tous les joueurs, l'arbitre, ils ont délimité sa surface d'un rayon de 4 mètres. Aucun joueur n'a le Droit de s'approcher. de s'approcher de l'arbitre, sauf le capitaine d'équipe en cas d'explication. C'est une précision. En cas d'explication, c'est comme vous avez signalé dans le championnat. Première ligue en anglais. Alors que, mais est-ce que moi je me suis renseigné concernant avant la CAN, c'est cette modification Elle a été apportée Mais non. Ah, À d'accord, la CAN. très bien. Merci de le préciser. Donc, elle n'a pas été. Les joueurs entourer l'arbitre, c'est pas possible. Alors, on va essayer de faire la transition, parce qu'on a parlé du foot. Bon, c'est vrai que le foot a occupé durant la majeure partie, même les handballeurs, ils étaient en stage, ils regardaient le foot. On va aller sur une autre canne. On va se projeter sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le hasard, vraiment, c'est le hasard. Premier adversaire, le Nigeria. Vous quittez Alger samedi, destination, vous passez par la Turquie pour rejoindre Kigali. La compétition se déroule au Rwanda. Premier adversaire, le Nigeria. On est à 4 jours de cette Coupe d'Afrique des Nations, du début. Est-ce que vous vous sentez prêt pour la compétition ? Je pense qu'on a fait un stage de préparation où on a fait beaucoup de matchs amicaux, où on a essayé de faire les rotations possibles. On s'est testé nous-mêmes en tant qu'équipe, où je pense que le bilan était plus que positif durant cette préparation. Mentalement, on est prêt. Les joueurs sont conscients de la responsabilité qui les attend. Je pense qu'on va aller match par match et essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas arriver en finale, Inch'Allah. Et vous, Ryan, vous dites que dans ce groupe A, l'Algérie, Nigeria, bon, il y a le pays organisateur, le Rwanda, et la Zambie, vous dites l'Algérie peut facilement se qualifier sur phase de groupe, hein, Sortir du groupe. sortir du groupe. J'espère bien qu'on sortira au moins premier, mais on va aller match par match. Une Coupe d'Afrique, ça se joue sur C'est-à-dire pourquoi on dit vous sortez premier pour rejoindre ce que dit Ali Hamouche. La hiérarchie est bien établie généralement en handball. C'est ça. C'est vraiment un miracle des miracles si l'Algérie ne termine pas première de ce groupe. Quand on regarde la composante du groupe, même le pays organisateur, le Rwanda, en matière de hand, ce n'est pas une référence sur le continent. Disons que c'est les pays d'Afrique du Nord qui restent la référence. C'est pour ça, quand vous dites, vous avez une dernière séance d'entraînement demain ? Oui, Ce sera la dernière la séance. dernière séance. Vous avez gagné les 2 derniers matchs derniers amicaux. matchs, c'est ça. Donc c'était contre une équipe slovène, le dernier. Et contre la Géorgie. La Et Géorgie qui jouera le championnat d'Europe. Championnat d'Europe qui débute également cette semaine. C'est ça. Vous dites on est fin prêt. Fin prêt avec quel objectif ? Vous les joueurs, vous discutez, vous les joueurs, entre vous, vous discutez. Quel objectif ? Nous, l'objectif, c'est d'arriver en finale, Inch'Allah. Et je pense que pour un premier objectif, ça sera d'être sur le podium. Ensuite, pourquoi pas aller en finale et aller chercher cette finale, Inch'Allah. Sur le podium, c'est-à-dire terminer 2e ou 3e ? Minimum 3e, mais entre nous, les joueurs, nous, on veut arriver en finale. Ryan, il faut rappeler également que ce championnat d'Afrique est qualificatif pour le mondial 2027. C'est ça. Il y a 5 équipes qui se qualifieront. 5 équipes, ouais. 5, oui. 5 équipes qui se qualifieront au championnat du monde. Normalement, on sera qualifié, Inch'Allah. Heureusement. L'Algérie fait partie des 5. Bien sûr. Heureusement. Vous dites heureusement. Heureusement. Non, On parle hiérarchie. Quand je regarde les résultats du handball national, ça fait bien longtemps qu'on ne va plus aux Jeux Olympiques, par exemple. Oui. Les championnats du monde, le dernier, ça a été catastrophique pour le handball national. Il faut le rappeler. Dans les jeunes catégories, on n'existe quasiment plus en matière de résultats à l'échelle internationale. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il y a un plan de relance du handball national. Est-ce que vous vous sentez, quand on regarde nos résultats, vous êtes la vitrine du handball, vous vous dites, sur cette édition,
on est obligé de briller. Bien sûr, suite à cette préparation, je pense que mentalement on est prêt. Il y a beaucoup de jeunes qui ont rejoint l'équipe. Il y a beaucoup. C'est un mix de jeunes et d'anciens. C'est ça. Voilà. Mais il y a beaucoup plus de jeunes que l'édition précédente. Et je pense que ce mélange apportera à l'équipe, Inch'Allah. Monsieur Ahlalchi, vous suivez le hand? Ah oui, bien sûr. le hand. Voilà, c'est pour ça. Pourquoi je pose la question à Ahlalchi? Le hand, c'est dans l'ADN de l'Algérien. C'est vraiment dans l'ADN. Hein. C'est le deuxième sport le plus populaire. C'est le deuxième. Après le foot, il y a le hand. Il y a eu des générations tout à fait exceptionnelles. Hein. Ça, je le dis, en matière de handball. Alors, pour rester avec vous, vous les joueurs, vous dites, aller chercher l'Égypte, ça reste compliqué, ou la Tunisie? L'Égypte, peut-être oui. L'Égypte a pris une autre dimension. C'est Dimension mondiale, sixième mondiale. oui, exactement. Ils font partie du top 6 mondial. Tunisie, non. Je pense qu'on pourra les battre si on est prêt, surtout mentalement. Et voilà, j'espère qu'on fera une belle CAN. Et même l'Égypte, pourquoi pas. Si on arrive en finale, tout peut se jouer sur 60 minutes. Sur un match, l'exploit est possible. Exactement. Alors, il y a eu le retour de Salah Bouchkriou qui revient aux affaires. Ça s'est bien passé, les retrouvailles? Franchement, il y a eu une très belle ambiance sur les 20 derniers jours où tout le monde était Focus sur la c'est ça, préparation. tout le monde était focus sur la préparation, tout le monde était concentré. Et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une aussi bonne préparation pour cette CAN. Bon, bien évidemment, le staff, tout est mis en place pour vous emmener très loin. Non, ça, entre le hand et le foot, vous n'avez pas hésité. Non, je suis. Plus adroit des pieds que de la main. Non, mais j'ai pratiqué le handball comme tout Algérien. Et en plus, il évolue dans un handball club d'El Biar. C'est ça. C'est mon quartier, c'est mon club formateur. Alors là, c'est vrai que le handball reste le handball. C'est comme tu l'as si bien dit, c'est l'ADN. Tout Algérien a l'ADN de ce sport. Tu as cité quelques noms légendaires du handball algérien. On peut en citer une centaine. Oui. Mais aujourd'hui, je crois que, hormis peut-être, c'est vrai, quand je vois un peu ce discours, les jeunes sont motivés, ils sont là. Pourquoi pas vice-champion d'Afrique ou champion d'Afrique? Pour tout est possible, il faudrait y croire. Aujourd'hui, c'est un mélange. Non, c'est des compétiteurs. Bien sûr. Il faut être compétiteur, c'est ça. Il faut être compétiteur. Après, on va Bon, mais croiser après, les doigts comme pour nos on jeunes, dit, mais- la hiérarchie est établie en handball. Bon, c'est vrai, on a beau être compétiteur, bon, aller chercher le meilleur résultat possible contre les Égyptiens. Si on est en finale, hein, je le dis, si on est en finale. Parce que je vois pas une nation arrêter l'Égypte. Mais le jeune Abrousse parle de podium déjà dans un premier temps. Après, tout est possible. Si on anime une finale, c'est jouable. C'est vrai, on joue le. Je comprends pourquoi il dit le podium. Il y a trois nations qui dominent le handball africain. Algérie, Tunisie, Égypte. Quand on fait partie des 6 meilleures nations au monde en handball, l'Égypte, c'est sûr que en handball, il n'y a pas la hiérarchie, elle est là. Elle est établie. Les surprises, il n'y a pas de surprise en handball. C'est-à-dire tu es plus fort, tout simplement. Mais pourquoi pas? Il faut aller jusqu'au bout et animer une finale. Je vais aller un peu plus loin et animer une finale, ça sera extraordinaire. Sauf que, une petite parenthèse, quand on parle d'un déplacement d'une sélection nationale, on joue à Kigali. Qu'ils aient le même traitement que les footballeurs, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, très simplement. Non, que les footballeurs, mais on ne peut pas aller à Istanbul pour revenir à Kigali. Ça vous fait combien? 18 heures de vol, de plan. Le plan de vol, je me dis comment les gens font pour mettre cette sélection dans des conditions comme celle-là. Si on veut prétendre à animer au moins une finale de Coupe d'Afrique des Nations, il faut mettre tous les De moyens. toute manière, le plan de vol est là, ça ne va pas changer, mais pour le futur, ça, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Monsieur Ahlalchi, vous suivez les matchs de l'équipe nationale de hand? Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus en Algérie, les handballeurs. Hein. Oui. Ça fait bien longtemps. Depuis 2014, je crois. On attend beaucoup de cette équipe nationale. À chaque fois qu'il y a des compétitions où l'équipe nationale de handball est présente, tout le monde est branché. C'est comme le football. Parce personnellement, on a grandi avec les succès du handball algérien. Les années 80, avec 5 titres de suite. Non, ça a commencé les Jeux méditerranéens. Ça avait commencé en avec 1975. voilà. Je tiens juste à rappeler pourquoi le handball arrive après le foot. N'oublions pas,
les derniers résultats qui n'étaient pas bons, l'instabilité qu'ils n'ont pas dû, il y a eu une instabilité au sein de la Fédération algérienne de handball, ont amené le premier magistrat du pays, le président de la République, à prendre, à prendre le dossier à bras-le-corps du handball national. Ça a valu un conseil interministériel, très bien, où le dossier handball a été posé sur la table, avec un plan de relance de la discipline. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, bon, il y a eu l'arrivée de M. Boussept, ancien gardien de l'équipe nationale, avec une série, une batterie pour la mise en place d'un plan d'action. Pour le moment, les choses sont en train d'évoluer, mais à mon avis, un peu trop doucement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, je m'adresse aux handballeurs que vous êtes, parce que ça nous permet de parler de cette discipline, qu'il faudrait un championnat beaucoup plus réduit, ramené par exemple à 12 clubs, 14 au maximum? Bien sûr. Parce que, est-ce que la formule aujourd'hui, comment vous la trouvez la formule aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faudra jouer un championnat à 12 clubs, comme vous l'avez précisé. Comme ça fera beaucoup de bons matchs. Et Élever le niveau. exactement. Et éviter un peu les matchs qui n'ont aucun sens et rajouter un peu plus de matchs avec un plus haut niveau. Je prends l'exemple de ce début de championnat où on a commencé le championnat, deuxième match du championnat, on a gagné forfait. L'équipe ne s'est pas déplacée parce que l'équipe n'a pas commencé. Des équipes comme ça n'ont rien à faire, je pense, en première division. Ça tue la discipline, ça tue complètement. On peut parler de progresser ou donner un autre allant à ce sport quand il y a des forfaits. Dans un championnat, c'est pas possible. Donc, il faut revoir un peu sa copie. C'est pour ça que j'en avais parlé et j'avais dit concernant le handball. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, il faut aller sur des assises du handball. Toute la famille du handball, emmener la réflexion, sortir avec une feuille de route, la mise en place de cette feuille de route pour permettre à la discipline de retrouver son lustre d'antan. Et pourquoi pas de revenir au premier plan sur la scène continentale. C'est pas demain la veille, bien sûr. Ça demande du temps. Et quand je parle des garçons, je parle aussi des filles, sans distinction. Pourquoi? Rappelez-vous, notre équipe nationale, pour citer la plus célèbre d'entre elles, Guidouche, ah oui, qui a fait briller avec l'équipe nationale de 1978. Donc le potentiel est là. Bon, maintenant, il faut aller chercher ce potentiel et lui permettre de s'exprimer au plus haut niveau. Le handball, c'est une culture algérienne aussi. Il faut le dire. Le handball, c'est le deuxième sport co en Algérie. Oui. Donc il faudrait mettre les bouchées doubles et revenir au devant de la scène. Alors, Nabros, tout à l'heure, on parlait de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui fait que l'Égypte ait pris, on va dire, toutes cette avance plutôt par rapport à l'Algérie ou la Tunisie? Qu'est-ce qui fait la force de la sélection égyptienne maintenant? Je pense que l'Égypte a misé sur la formation. Ils ont commencé par gagner des championnats du monde en jeunes. Et je pense podium aussi en U21. Et ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont aussi bien chez les jeunes que chez les A. Ils sont tout le temps sur les podiums au championnat du monde, sur la scène africaine, n'en parlons pas, ils sont tout le temps premiers. Je pense qu'ils ont misé sur la formation et c'est ce qui a fait la différence et c'est ce qui a donné des résultats chez les seniors. C'est l'exemple suivant. C'est tout simple. Exactement. Il faut revenir à la formation, même en football, dans les sports co. Quel que soit le il faut aller aux formations, participer à des championnats du monde de jeunes, championnat d'Afrique, championnat du monde, faire des résultats et après à l'arrivée, il y aura... C'est très simple. Hein. C'est très simple. Moi, je prends toujours cet exemple. Moi, je me souviens... beaucoup plus jeunes, dans les quartiers, que ce soit à Alger, à Oran, à Naba, là où vous allez en Algérie, il y avait des matchs de hand. Les jeunes jouaient des matchs de hand et s'identifiaient aux joueurs de l'équipe nationale. Et vous demandiez, quand vous dites, n'importe quel nom, ils les connaissaient tous par cœur. Pour le football, c'était la même chose. Les jeunes prenaient les noms des joueurs parce qu'ils les connaissaient, ils les idolâtraient, ils adoraient, c'était leur idole parce que le hand était la première. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tout le monde. Hein. Non. Non, je pense pas aussi. Voilà. Et pourtant, c'était moins médiatisé. Ouais. Oui. Aujourd'hui, avec... Oui, mais il y avait les résultats. Les résultats ont fait la différence. Quand on parle de formation, moi, on aime beaucoup le foot. Je prends l'exemple du foot, l'Académie du Paradou, qui a misé sur la formation. Et le résultat est là. Il y a 4 joueurs chez les A, 3 d'entre eux titulaires. Et je pense que la formation, c'est ce qui... Alors, vous savez, vous avez pris le Paradou. Moi, je me souviens de la naissance du handball club d'El Biar, qui aujourd'hui, à l'époque, le Mouloudia d'Alger était intouchable. Il y avait 2 clubs, il y avait le Mouloudia et la DNC. Très simple. Alors, c'était à la salle Hacha, la salle était pleine. Mais le handball club d'El Biar,
est parti de très loin, il a grandi, il a mûri. Aujourd'hui, le Handball Club d'El Biar est une référence. Handball Club, exactement. Le Handball Club El Biar, la saison dernière, ils ont gagné des trophées quasiment oui, toutes les catégories ont gagné des trophées. Et même chez les seniors, il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de la formation El Biarroise. Et je pense que c'est un bon exemple à suivre. Tant chez les filles que chez les garçons. Exactement. La même chose. Je pense que c'est le seul club d'ailleurs en Algérie qui a les filles et les garçons, toutes les catégories et seniors, A et dames, garçons et dames. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est l'implication de la collectivité locale, qui s'implique complètement dans le développement du club, avec l'apport bien évidemment des techniciens, des présidents et tout cela. Donc pour ça, oui, c'est Algi. Oui, on parlait, Nasser il a dit concernant la formation. Quand on parle du football, on parle des infrastructures, le manque d'infrastructures pour les jeunes, pour les entraînements, les créneaux. Mais pour les handball, la disponibilité des salles. Non, pour l'information, M. Mahmoud, chaque commune, il y a au moins une salle. Il y a des communes, ici à Alger, moi je parle d'Alger, il y a des communes qui ont deux salles. Alors, on peut faire de la formation, on peut programmer des... C'est la volonté des hommes. Exactement. C'est ça. Voilà. À El Biar, il y a une bonne volonté de formation. Le club n'attend pas que la subvention de l'État ou de la DJS ou de la mairie. Le club va chercher des sponsors, exactement. On a le t-shirt d'El Biar, il est plein de sponsors. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi chez... Justement, Ryan, est-ce que le hand doit la dernière question, on va terminer avec Ryan. On va aller vers on va dire que le hand soit professionnel. Vous êtes pour professionnaliser le hand? Oui, bien sûr. Très bien, j'étais sûr. Parce que tout d'abord, le fait de professionnaliser le hand permettra de réussir de meilleurs résultats. Non, de rassurer les athlètes. C'est ça, de rassurer les athlètes sur leurs droits. On parle de prise en charge. Très bien. J'espère que ça va se faire et que c'est un gros projet qui est mené. On va terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les Sénégalais, bravo au Sénégal, qui se qualifie une nouvelle fois. Et pourquoi je parle du Sénégal? Parce que ça me permet de faire la jonction, on en parlait, vous en avez parlé, chez eux, le mot d'ordre, c'est la formation. 3e finale sur les 4 éditions. Sur les 4 dernières éditions, c'est la formation. C'est pas la Coupe d'Afrique des clubs qui les intéresse, mais c'est surtout la formation et avoir une formation de qualité. Je crois que le Sénégalais, c'est vrai, c'est la formation. Après, c'est les entraîneurs locaux. Il faut dire aussi... Qui sont formés également. Il y a Pape Thiaw qui connaissent bien la culture de football sénégalais qui permet aux joueurs de faire les bons choix. Et on terminera, on est obligé de terminer avec vous, Nassal Bouich. Merci Nassal Bouich. C'est moi. Merci Monsieur Hlalchi. Monsieur Hammad, si vous me permettez, 10 secondes. De saluer la prestation de nos arbitres. Très bien. Orbal, Belbraham, Abban et Salam. Merci encore une fois Monsieur Hlalchi. On vous souhaite bon vent, de réussir le meilleur résultat possible. Allez Hamouche, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je vous dis au revoir, bonne soirée et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure.